Aujourd'hui avec Claude Parisot et on vous invite à mieux comprendre ce qui se dit sur le plan corporel. Claude Parisot, vous êtes sexothérapeute de couple et vous faites des stages pour les couples et vous leur apprenez justement à échanger face à face. Je rappelle également que vous avez écrit Réenchanter son couple, c'est aux éditions Erol, qui est un livre justement où vous donnez beaucoup de pistes pour mieux communiquer. Soéline, merci d'être avec nous. Vous êtes en trouble donc. Oui, effectivement. C'est pas chose de très facile quand on doit lire les émotions des uns et des autres. Vous pouvez pas regarder les deux en même temps. Ça. Déjà, clairement, mais comme vous dites, le regard, c'est la force de l'âme. Enfin, on voit l'âme. Moi, après, j'ai un trouble autistique, ce qui fait que déjà de base, j'ai du mal à... Je travaille sur ça, de pouvoir regarder les gens dans les yeux. Parce que quand je les regarde dans les yeux, j'ai l'impression d'être... Parce que je suis également empathe miroir. Donc du coup, j'ai l'impression de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, et voilà. Et donc les regarder en plus droit dans les yeux, c'est compliqué. Sauf quand, par exemple, si je suis en colère, par contre, là, je vais savoir regarder les gens droit dans les yeux et rien que par mon regard, leur faire comprendre que là, non, voilà, ça va pas là. Et généralement, on me dit que j'ai un regard de tueur. Voilà. Mais quand on est en colère, notre regard devient dur. Oui, les émotions se lisent dans les yeux. Oui, si on sait un petit peu décoder, et si on est apte à ne pas projeter nos interprétations, bien sûr. Mais les yeux, si on est triste, si on est en colère, si on est joyeux, le regard n'est pas le même. Ah, tout à fait, oui. Et du fait de mon empathie miroir, je demande toujours quand même confirmation de la personne de ce qu'elle ressent vraiment, justement pour pas interpréter et pas me tromper, quoi. Parce que, quand vous parlez de votre empathie miroir, vous parlez quoi? Vous parlez de ce fameux désir mimétique, justement de ce côté miroir. Disons que généralement, je ne me trompe pas. Souvent, j'ai même des ressentis sur ce qu'ils auraient fait, ne pas fait, ce qu'ils voudraient éventuellement faire ou pas faire. D'accord. Donc vous auriez une intuition un peu médiumnique. Oui, alors mon thérapeute m'a dit que c'était être empathe miroir. Parce que des fois, c'est tellement puissant que je prends la personnalité de l'autre personne. Vous avez eu une enfance difficile? Vous avez eu une enfance avec... Oui, bon. Parce que très souvent, quand on a des capacités comme ça un peu médiumniques de deviner l'autre, c'est malheureusement souvent parce que dans notre enfance, on a été obligé de se dissocier, et il y a une part de nous qui finalement devient très, très médium. Oui, je connais bien cet endroit-là, c'est-à-dire depuis tout petit, personnellement, que je rentre dans une pièce, je peux savoir exactement ce qui se passe, ce que chacun vit. Et ça, c'est comme quand on a vécu des traumas, on va dire, enfant. C'est une façon de se protéger, c'est-à-dire c'est un décryptage inconscient pour se mettre en sécurité. Et vous, certainement, vous avez de l'hypersensibilité aussi, parce que si vous parlez de très autistique, ça va souvent avec. C'est que vous êtes complètement en empathie avec ce que ressent l'autre. Et j'imagine que ça ne doit pas être toujours confortable. Non, même devant une émission que j'aime beaucoup regarder le matin, qui est sur les vétérinaires, je pleure autant que les propriétaires d'animaux quand ils sont là. C'est typique. Pour tout, je peux très bien ressentir de l'amour lors d'un film d'amour, de la tristesse, de la colère, rien qu'à travers un animal, c'est terrible. Ou la télé, quoi. Ou même, je suis pas à côté d'une personne et je ressens même la douleur physique. Et ça m'est arrivé avec mon papa qui a eu un grave accident et c'est terrible, quoi. Voilà. Oui, mais avec le temps, il faut arriver à en faire une force. Il faut travailler sur ça et en faire une force parce que ça peut être aussi un atout. Ah oui, j'essaye d'en faire un atout. Quand je suis avec mon truc, c'est que monsieur a du mal avec le mot. Voilà, je supporte pas les émotions qui le traversent, parce que souvent, si on avait prévu quelque chose et que je sois obligée de l'annuler, lui, il pense qu'à ce qu'il avait prévu avec moi. Il supporte pas la frustration.
en fait. Non, pas du tout. Alors, je préfère... voilà. Je sais que je suis en plus très directe, très ce que je pense, et voilà. Et puis, j'ai pas envie de rentrer dans le conflit non plus. Donc, limite, je préfère tourner les talons, sortir, m'en aller. Et malheureusement, c'est madame qui vit avec lui depuis plus de 20 ans qui gère sa frustration parce qu'elle a l'habitude. Mais moi, non. Parce que souvent, c'est face à un événement. La dernière fois, par exemple, c'est un monsieur dont je m'occupe depuis déjà quelques années. A été hospitalisé et j'ai dû partir vivre chez lui pour m'occuper de son chien. Ben voilà, parce que son plan tombait à l'eau, genre il m'en voulait, l'air de dire mais pourquoi, mais tu m'aimes pas, tu préfères ce monsieur à moi, vraiment. Alors voilà, il comprenait pas l'urgence de la chose quoi, et il pensait qu'à lui quoi. Donc ça a le don de m'énerver quoi. Oui, de toute façon, ça ne dénote pas une grande qualité humaine. Hein. Excusez-moi, c'est plutôt quelqu'un d'égocentré et qui considère que vous êtes un peu sa chose. Hein. Je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que d'abord vous savez dire non malgré votre sensibilité. Donc ça, c'est déjà bien. Vous savez poser vos limites. Et puis vous savez vous protéger puisque vous évitez du coup de vous retrouver face à lui pour subir sa colère. Oui, parce qu'en plus, le pire, c'est que ça m'envahit, sa colère m'envahit moi. Du coup, c'est moi qui vais rentrer en colère. Et quand ce n'est pas mes émotions à moi, j'ai du mal à les gérer. Et ça peut aller très loin, quoi. Et donc, je préfère partir avant de me retrouver dans une situation que je ne gère plus du tout, quoi. Oui, mais c'est assez sage. Au fond, ça veut dire que vous vous connaissez finalement assez bien. Vous savez ce que vous êtes apte à gérer et ce que vous ne savez pas gérer, vous évitez de le gérer. C'est sage. Voilà, mais après, du coup, on rentre plus dans la conversation. Il n'y a plus de communication, mais... ça lui passe, il boude un petit peu et puis ça lui passe, j'imagine. Voilà, tout à fait. Il boude et après, quand je suis de retour, je le laisse faire un moment parce qu'il a pour un moment. Et après, quand je reviens, je laisse passer. Des fois, je peux laisser passer plusieurs jours sans revenir pour que ça passe. Parce que sinon, il a la rancune facile. Soyez complice avec madame. Et puis, vous dites, dites-moi quand est-ce qu'il est à nouveau calmé et je reviendrai. Oui, mais il faut que moi aussi, ma pression redescende. Il vous faut aussi... Que moi aussi, des fois, il faut un peu de temps. Parce que voilà, je lui en veux de pas comprendre que quand quelqu'un me retrouve face à quelqu'un qui a vraiment besoin de moi parce qu'il est dans une situation, c'est une hospitalisation, c'est pareil. Quand on se fait hospitaliser, c'est que c'est quand même assez grave. Donc le fait qu'ils comprennent pas que je préfère m'occuper de quelqu'un qui... Non, mais attendez, il comprend pas que vous préfériez vous occuper d'un chien plutôt que de lui. En fait, c'est ça le problème. Aussi, possible. Je plaisante. Non, mais j'avoue. Non, mais je crois encore une fois que je pense que vous allez pas le changer de toute façon. Donc, et puis encore une fois, c'est une histoire un peu particulière. Vous êtes en trouble, donc c'est pas comme si c'était votre partenaire. Donc vous en prenez le positif et vous laissez le négatif de côté. Tout à fait. Mais c'est vrai que Claude Parisot, gérer la colère de l'autre, c'est pas simple. C'est pas facile d'être face à quelqu'un qui est en colère et d'accepter de recevoir un peu sa colère. C'est difficile d'accepter la colère de l'autre, surtout c'est que la colère, on sait qu'elle est liée à nous. 90% c'est notre histoire. Donc si la colère elle est projetée sur nous et que nous on a l'impression si on ne comprend pas, c'est très compliqué. Dès que la colère elle est projetée sur l'autre, pour tout le monde c'est difficile. C'est dur de prendre, à moins de bien connaître le partenaire et puis de savoir que c'est sa façon d'exprimer et puis on n'en fait pas une affaire personnelle. Puis on laisse passer, puis après on en parle calmement quand elle est retombée. Parce qu'il y en a qui ont besoin de lâcher les chevaux, comme on dit, puis de pouvoir se lâcher. Mais faut mettre les règles du jeu dès le début. Si c'est dans le couple ou dans la relation, c'est ok. Et puis que de fonctionner comme ça. Mais après, faut en reparler, puis de prendre responsabilité sur sa colère. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, si je balance de la colère contre l'autre, ça fait jamais plaisir à celui qui le reçoit. Non, c'est jamais agréable. C'est jamais agréable d'entendre l'autre crier ou de le voir casser des choses. Enfin, la colère, c'est une émotion qui est
quand même violente. Donc on n'a pas envie de la subir et on comprend tout à fait, Soline, que vous vous protégiez. On fait une petite pause, on va se retrouver avec le Love Conseil. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de sourire. Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Et puis...